étudiants de l'Institut de Zié en fin de cycle viennent de recevoir leur diplôme d'ingénieur. C'était au cours de la 3e journée promotionnelle des étudiants du établissement. Nous en parlons dans ce journal. Récurrence d'effondrement de bâtiments à usage d'habitation à Bamako. On se rappelle, dans un passé récent, un immeuble et un bâtiment se sont complètement écroulés, faisant des morts et des dégâts matériels importants. 2 catastrophes consécutives à bien d'autres. Plusieurs facteurs sont à l'origine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, 3e journée promotionnelle des étudiants de l'Institut de Zié. C'était ce samedi au mémorial Modibo Keïta, un cadre de rencontre et d'échange entre professionnels et nouveaux diplômés. Au total, 11 étudiants en fin de cycle ont reçu leur diplôme d'ingénieur. Salim Traoré. La cérémonie de remise de diplôme qui a eu lieu au mémorial Modibo Keïta a marqué un moment de fierté et de succès pour 11 nouveaux ingénieurs. Ces étudiants issus de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement ont parcouru plusieurs cycles de formation universitaire en ingénierie pour atteindre ce jalon mémorial. L'objectif de cette activité est de permettre de créer un réseau entre les entreprises et les étudiants nouvellement sortis, permettre de créer des opportunités de stage ou d'emploi et faciliter leur insertion dans le monde professionnel. Au total, nous avons 11 impétrants, que ce soit en licence ou en bachelor, tout confondu, et dans les 3 filières également aussi. Pour les étudiants, le parcours a été exigeant, mais leurs efforts ont porté leurs fruits, se reflétant ainsi dans les résultats obtenus. Et ça n'a pas été facile au début, comme tout parcours. Au début, on a eu beaucoup de difficultés, le temps de s'adapter. Mais après, lorsqu'on a pris le train en marche, on s'est adapté au rythme et ça s'est bien passé. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités éminentes qui ont non seulement ajouté de la valeur à la journée, mais également témoigné de la qualité exceptionnelle de la formation dispensée par l'Institut. DG forme les cadres qui évoluent dans le secteur du développement rural de nos nations, qui parle de l'environnement, qui parle de l'assainissement, qui parle d'aménagement hydro-agricole, qui parle de génie de l'eau. Ce n'est que des aspects du développement. Et aujourd'hui, par rapport à ces quelques secteurs, vraiment il y a beaucoup à faire dans nos pays. Donc une école qui forme les futurs cadres de ce secteur-là, nous dirons que sans hésiter, sans ambiguïté, que c'est une école de prestige pour nous, les pays du Sahel. Des yeux forment dans les domaines et de compétences qui sont propres au développement de l'Afrique. Vous savez qu'on ne peut pas développer le continent, on ne peut pas développer nos pays sans l'agriculture, sans l'eau, sans l'énergie, sans les infrastructures. En tant qu'anciens, c'est un devoir pour nous d'accueillir les nouveaux qui viennent fraîchement de sortir, de les orienter et également de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Et on l'a fait pour nous, on a un devoir de remonter le retour de l'ascenseur. Avec ces nouveaux ingénieurs qualifiés prêts à faire leurs entrées sur le marché de l'emploi, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement DZIE confirme sa réputation en tant qu'établissement africain de renommée, façonnant des professionnels selon les normes internationales dans le but de répondre aux besoins spécifiques du continent africain. Effondrement des bâtiments à usage d'habitation, un phénomène de plus en plus récurrent à Bamako. Les derniers cas en date se sont déroulés cette année même à l'ACI 2000 et à Faladje. Si à l'ACI 2000, les dégâts matériels sont importants, à Faladje, on déplore des pertes en vie humaine et des blessés graves. Des exemples parmi d'autres qui suscitent des interrogations. Aïssata dit Kumbakani. Dans ces dernières années, on assiste à un fait courant dans le domaine du BTP. Il s'agit de l'effondrement d'un bâtiment ou d'un immeuble. Rare de passer une année sans entendre parler de ces phénomènes dans notre société. Pour qu'il y ait l'effondrement, il faut d'abord construire. Et dans la construction, il y a des règles qu'on doit respecter. Fondamentalement, c'est l'architecte qui pilote la phase conception du bâtiment. Et avant que l'architecte n'intervienne, il y a un certain nombre d'experts également qui doivent intervenir avant l'architecte et après l'architecte. Notamment, il y a l'ingénieur topographe qui doit intervenir pour les délimitations,
pour le relevé topo. Ce relevé topo peut nous renseigner déjà sur les dimensions de la parcelle, mais également sur la planimétrie de la parcelle. Ensuite, il y a l'ingénieur géotechnicien qui doit intervenir. Ce dernier nous renseigne sur les caractéristiques du sol. Ces caractéristiques du sol peuvent aussi orienter l'architecte sur son choix architectural. Ensuite, l'architecte va faire la conception architecturale proprement dite. Après, d'autres ingénieurs interviennent, notamment l'ingénieur génie civil qui va intervenir sur la partie structure. La partie structure, c'est ce qu'on appelle communément les poteaux, les poutres, les semelles, les dalles, etc. Ensuite, il y a un ingénieur électricien qui doit intervenir pour la partie électricité, un ingénieur plombier pour la partie plomberie. Suivra maintenant l'étape de demande de permis de construire. Les causes de l'effondrement sont multiples. Il peut être dû à différents facteurs. Ce qui peut déclencher l'effondrement, c'est fondamentalement deux choses. La première, une mauvaise étude des sols. La deuxième, c'est un mauvais dimensionnement de l'ouvrage proprement dit. Dans ça, il faudrait rappeler, en tout cas à la population également, que le respect des normes de construction, et le respect de la qualité des matériaux est primordial pour la stabilité de l'ouvrage. Le respect des normes de matériaux de construction, ce n'est caché à personne aujourd'hui que les fers qu'on utilise aujourd'hui sur le marché malien posent problème. Mais ce n'est pas que le fer qui constitue le bâtiment. Il y a le ciment, il y a le gravier, il y a le sable. Il y a des granulométries qui sont indiquées pour des étapes de construction. Mais peu de gens savent les granulométries qui sont indiquées pour cela. Quand ils partent dans les concasseries, des fois, je n'ai pas dit tout le temps, des résidus même sont vendus aux gens. Et ce sont ces résidus-là qui sont utilisés. Quand vous prenez par exemple les sacs de ciment, les calculs sont faits sur la base par exemple d'un poids de 50 kg. Malheureusement, des fois, le sac de ciment n'atteint pas aujourd'hui les 50 kg. La qualité de ciment également, parce qu'il y a des caractéristiques de ciment qu'il faudrait observer pour faire des formulations. Bon, malheureusement, une attention particulière n'est pas apportée à tout ça. Et le sable, ce n'est pas tout type de sable qu'on utilise pour la construction. En tout cas, si tout type de sable on doit prendre pour utiliser, il faut faire des essais de convenance qui permettront de dire, OK, avec ce sable-là, il faut tel dosage, en sable, en gravier, etc. pour pouvoir faire la construction. Et des fois, il y a certaines pratiques qui peuvent aussi entraîner les désordres dans le bâtiment qui favorisera l'effondrement. Premièrement, c'est quand on change la vocation du bâtiment. On construit par exemple un bâtiment à usage habitation. 1 an, 2 ans, le monsieur décide de déménager, mais en déménageant, quelqu'un veut prendre son bâtiment en location pour en faire une clinique. Alors, si une maison est construite à usage habitation et qu'après on transforme cette maison-là à usage par exemple d'entrepôt ou de clinique, vous comprendrez tout de suite qu'on sera en train de mettre un poids sur le bâtiment qui ne peut pas supporter. Maintenant, quand on appelle quand même les professionnels, en les associant à ce nouveau projet de transformation, bien évidemment, on peut redimensionner la structure, renforcer la structure pour que le bâtiment puisse tenir. Bon, si cela n'est pas fait, bien entendu, ça peut créer des problèmes. Deuxièmement, c'est des modifications. Aujourd'hui, quelqu'un peut décider de construire un bâtiment au rez-de-chaussée simple. Et ce bâtiment au rez-de-chaussée simple, il va dire au concepteur, monsieur, je veux juste m'arrêter au rez-de-chaussée, il n'y a pas de souci, c'est ce que je ferai. Mais Dieu faisant, les conditions sociales peuvent s'améliorer, où ses enfants peuvent grandir, et il décide tout de suite d'aller en étage. Et en allant en étage, un beau matin, il se lève, ils font une nouvelle distribution. Alors, cette nouvelle distribution relève de l'architecte. Et quand l'architecte finit également avec ça, il faudrait qu'un ingénieur structure intervienne pour revoir les dimensions, s'il faudra renforcer ou s'il faudra envelopper le bâtiment. Alors, si on ne passe pas par ces étapes-là, bien entendu, le bâtiment sera favorable au désordre. Et quand le bâtiment est favorable au désordre, tout peut arriver maintenant. En conclusion, pour la construction d'un bâtiment ou d'un immeuble, il est important de faire recours à des spécialistes du secteur pour éviter des désagréments irréparables, car des vies humaines en dépendent. Journée de reboisement dans les 13 villages de la commune rurale Benkadi, cercle de Banamba. L'initiative est de l'association des ressortissants de la localité. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, une manière de contribuer à atténuer les conséquences de la déforestation. Idrissa Barayoukou. Pour un environnement vert, plantons des arbres. C'est fort de cette conviction que l'association des ressortissants pour le développement de la commune rurale Benkadi de Banamba
a initié cette journée de reboisement. Journée au cours de laquelle près de 1000 pieds d'arbres ont été plantés. L'initiative rentre dans le cadre de la lutte contre la désertification et la protection de l'environnement. L'importance du reboisement est d'une importance capitale, car on dit celui qui plante un arbre n'a pas vécu inutile. Pour ce faire, nous avons pu obtenir, grâce à nos maigres revenus, 990 plantes qui sont réparties entre les 13 villages, équitablement. Je demande à tous de s'impliquer pour la réussite de cet événement, notamment les jeunes, les femmes et les chefs de famille qui doivent donner l'ordre. Mes remerciements aux donateurs. C'est des choses qu'il faut renouveler à grande échelle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à l'échelle villageoise, à l'échelle communale, à l'échelle cercle, à l'échelle régionale. Nous connaissons l'importance même de l'arbre et de la désertification. Quand vous prenez vos repas dans vos champs, vous êtes laboureur, vous êtes cultivateur, vous êtes berger, il est bon de temps en temps de vous asseoir, prendre de l'air frais sous un arbre bien touffu. Cette initiative qui vise à contribuer à l'atténuation des effets néfastes des changements climatiques a été saluée par les autorités locales. Et les objectifs de développement aussi, nous sommes sur une phase où ils nous ont montré qu'ils ont envie de ce développement de la commune, puisque quand vous voyez le reboisement, chaque village a aujourd'hui au moins 74 plans, un partage équitable, que le village soit gros ou petit. Donc c'est une initiative que moi j'apprécie beaucoup pour le développement. Je dois dire que c'est une belle initiative, c'est un bel événement qui cadre parfaitement avec les actions que nous devons tous entreprendre dans le cadre de la sauvegarde de la nature. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Depuis plusieurs années, nous sommes déjà en train de vivre les impacts du changement climatique. Cette journée de reboisement a touché les 13 villages qui comptent la commune rurale de Benkadi dans le cercle de Banamba. Les initiateurs invitent d'autres citoyens de bonne volonté à leur emboîter le pas pour une restauration progressive du couvert végétal. Le pousse-pousse est un moyen de transport notamment utilisé en matière de livraison. Une activité génératrice de revenus qui occupe de nos jours un nombre de particuliers majoritairement jeunes. On les retrouve un peu partout au centre-ville et au niveau des gares routières. Bakary Kabadjagiti s'est intéressé au sujet. Rester dans l'inaction sous prétexte que l'on n'a pas eu le travail à hauteur de souhait après son cursus scolaire est une grosse erreur de la part de la couche juvénile. Ces jeunes tenant la manche de leur pousse-pousse ont mis en exergue cet adage qui dit qu'il n'y a pas de sot métier mais de sottes gens, donc on comprend aisément qu'il est nécessaire de travailler pour gagner dignement sa vie. Ils sont nombreux ceux qui évoluent dans le secteur du transport de pousse-pousse. Comment ils arrivent à s'en sortir? Dans la journée, on part chercher notre pain quotidien. Je dois aller non loin de la place des véhicules qui partent à Kati. On peut gagner 5 000 francs, 4 000 francs ou 3 000 francs. Il y avait du gain dans cette activité, mais tel n'est plus le cas. On est confronté au problème de clientèle et puis les tricycles prennent tout le volume de notre travail. Aujourd'hui, ce travail n'est pas assez rentable. Je prends les colis des gens pour les déposer à destination. Auparavant, on gagnait 6 000 francs ou 5 000 francs. Maintenant, avoir 1 000 francs n'est pas facile. Les tricycles, communément appelés katakatani, sont beaucoup utilisés par les commerçants aujourd'hui, plutôt que les pousse-pousse. Le secteur traverse une crise en ces dernières années à cause des tricycles. Ces véhicules contiennent des oignons. On fait appel aux propriétaires des tricycles qui peuvent prendre 50 sacs à 1 500 francs CFA. Pour les pousse-pousse, ils ne dépassent pas 10 sacs et cela ne fait pas notre affaire. Ce secteur était aussi rentable à l'époque où ces jeunes qui pouvaient empocher une grosse somme dans la journée. Comme les réalités changent, certains arrivent à joindre les deux bouts petit à petit, une façon pour eux d'arrondir quelques sommes
pour satisfaire leurs besoins. Lancement de la deuxième édition de la Coupe mémoriale Gimbala ou les Tunkara. C'était ce samedi au terrain de football Naza à Amdalaï en commune 4 du district de Bamako. Elle est organisée par l'AJDF, l'Association des jeunes pour le développement du football. L'initiative vise à perpétuer la mémoire de l'illustre disparu, Kounandi Bamani. L'Association des jeunes pour le développement du football, AJDF, a pour mission de valoriser le football au niveau local pour permettre aux jeunes de montrer leur savoir-faire. D'où l'initiative de cette coupe pour perpétuer la mémoire de Gimbala Tunkara. Gimbala était une bonne personne. Nous avons collaboré ensemble. Notre association a pour but de promouvoir le football, raison pour laquelle, pendant ses vacances, nous avons jugé nécessaire de lui rendre hommage. À travers cette coupe, nous voulons montrer le talent de nos jeunes aux sélectionnaires. Le coup d'envoi de cette deuxième édition a été donné par les parrains. Il se dit fier de ce choix porté sur sa personne. Parrainer cette association, c'est un honneur pour moi, car le défunt Gimbala Woulé, c'est un ami, un frère, peut dire un confident. Si Dieu décide à ce que cette dernière ne soit pas là aujourd'hui parmi nous, la seule chose que nous pouvons faire pour lui, c'est d'organiser ce genre de tournoi, car lui-même, sa carrière, ça a été un footballeur. Vraiment, j'apprécie l'idée de cette coupe qui porte le nom de mon défunt frère. Ça divertit beaucoup les jeunes et ça leur prouve que le travail bien fait est toujours récompensé. Le premier match du tournoi a opposé l'équipe de Naza en jaune-marron à celle de Danaya. Score final 8-1 en faveur de Naza. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.